Autopsie dans le secteur de l'urbanisme RD congolais. Qu'est-ce qui doit être fait en urgence pour sauver ce secteur qui meurt à petit feu? On en parle dans votre magazine Échange. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre. Nous avons reçu pour vous Patrick Madia, urbaniste de formation et de profession, président de la corporation des urbanistes RD congolais. Il est aussi enseignant à l'ISAU. Président, bienvenue. Merci. En forme? Oui, ça va. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Voilà, la première question, déjà, je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole. Vous êtes urbaniste de formation et de profession. 60 ans après l'indépendance de la RDC, quel bilan pouvez-vous faire dans votre secteur de l'urbanisme? Vous avez avancé, vous traînez les pas ou vous êtes ailleurs? D'emblée, faire un bilan, c'est, je ne dirais pas difficile, mais il faudrait plutôt procéder par étapes. Parce qu'il faudrait savoir que l'urbanisme en RDC a quand même subi certaines évolutions, il faudrait les reconnaître. Oui. Bien que cette évolution, nous la trouvons un peu chaotique, mais c'est quand même des évolutions, il faut les reconnaître. Oui. Mais sur l'ensemble, je dirais que sur le plan de l'urbanisme, ça ne marche pas en RDC. On a des sérieux problèmes. Et je pense qu'au travers de cette émission, on va les énumérer, voir les palliatifs justement. Nous avons de sérieux problèmes. Comme quoi concrètement? Comme pour y aller de manière plus pratique, je dirais d'abord en termes de textes de loi. Oui. Vous savez, en urbanisme, on a un ensemble d'arrêtés qui existent, qui concernent évidemment plusieurs secteurs liés à l'urbanisme. Malheureusement, nous ne disposons pas d'un code. Un code de l'urbanisme comme ailleurs. Donc, 60 ans après l'indépendance, vous n'avez pas de code jusqu'à ce jour. 60 ans après l'indépendance, il n'y a pas de code. À qui la faute? La faute incombe évidemment à l'autorité, à notre ministère de tutelle. Mais je voudrais quand même préciser par rapport à ce code. Il y a un projet de code qui est en gestation. Malheureusement, ces projets traînent un peu, alors que le pays a vraiment besoin de cet outil de travail pour pouvoir réorganiser la ville et permettre à la ville d'évoluer d'une façon harmonieuse. Ok, vous êtes le président de la corporation des urbanistes congolais. Je l'avais dit au début de l'émission. Oui. Votre propre bilan, depuis que vous occupez cette fonction, qu'avez-vous fait de concret? Depuis que vous êtes président de la corporation des urbanistes RD congolais. Bon, premièrement... C'est difficile de faire votre propre bilan. Oui, c'est vrai. Faire l'autocritique, c'est assez difficile. Il faut le reconnaître. Mais sans vouloir me jeter de fleurs, je dirais qu'au niveau de la corporation, on a eu quand même d'abord, à réunir les différents urbanistes. Il faut le reconnaître. Deuxièmement, on a eu à faire des efforts pour qu'il y ait quand même une certaine visibilité vis-à-vis de notre discipline. Vous savez que c'est une discipline assez jeune. En outre, on a eu à faire un projet de loi sur la création de l'ordre des urbanistes. Le projet de loi a été porté par un député, un grand député de notre pays. Et bon, nous attendons toujours que ça puisse passer au niveau de la commission infrastructure. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Avec les soubresauts politiques que nous connaissons, et évidemment, maintenant, on va dire, tous nous cachons un peu derrière les fameux Covid. Donc, en tout cas, le projet de loi est déjà introduit au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous attendons simplement que ce projet de loi puisse passer au niveau de la commission et puisse être adopté par nos députés nationaux. Votre mandat à la tête de cette structure va prendre fin quand? Vous êtes éternel. On risque de parler encore de glissement. Oui, c'est dans le gène des Africains. Non, mais ce qui est vrai, mon mandat prend fin cette année. Cette année? Oui. Vous allez organiser les élections? Nous allons faire un effort pour organiser les élections. Vous n'allez pas glisser. On va pas glisser. Voilà, Patrick Madia, entrant dans le cœur de notre émission, nous l'avons dit au début, on parle de l'autopsie dans le secteur de l'urbanisme RD congolais. Qu'est-ce qui doit être fait en urgence pour sauver ces secteurs? Dites-nous concrètement, vous êtes professionnel, vous êtes expert en la matière.
C'est quoi le problème qui dérange ou qui gangrène votre secteur de l'urbanisme? C'est quoi le problème? Le grand problème au niveau de l'urbanisme en RDC, c'est que nous naviguons à vue. C'est-à-dire les différentes décisions prises par les autorités de tutelle, disons, soit les ministres, les secrétaires généraux ou les chefs de division liés à l'urbanisme sont, au fait, non pas de vrais soubassements. Ok. Normalement, il y a, avec les différentes villes dont nous disposons au niveau de la RDC, on devait normalement avoir le plan de développement, du plan de développement de villes, le plan particulier, les plans locaux, qui devaient justement accompagner le développement de ces villes. Malheureusement, au niveau de la RDC, nos villes qui sont là, non, la plupart, je dirais même 70 ou 80% de nos villes n'ont pas de réel plan de développement. Ok. Vous imaginez au 30 juin, je pense que au discours du président du 30 juin, il a eu à créer une autre ville au niveau de, je crois, des Sankourou, si je ne me trompe pas. Mais normalement, la création d'une ville doit être sous-tendue par un plan de développement pour voir comment est-ce que cette ville va s'étaler, va se développer, où seront implantés les différents équipements. Vous voyez un peu. Malheureusement, on se précipite plus à avoir des décisions politiques. Vous voulez que ces décisions politiques soient sous-tendues par des soubassements à la fois juridico-techniques. Ok. Réfléchissons un peu en haute voix. Le problème dans votre secteur sont le ministre qui défile, qui sont incompétents, ou le problème est ailleurs, concrètement? Bon, c'est l'incompétence du ministre ou le problème est ailleurs? Non, je ne peux pas. Ou c'est la mauvaise foi du gouvernement? Il sera assez prétentieux de ma part de parler de l'incompétence du ministre. Parce que le ministre, d'abord, une personnalité politique. Il a une dimension politique. Évidemment, le ministre devrait normalement être entouré par des techniciens, des professionnels de la chose. Et malheureusement, nous remarquons que les différents ministres qui défilent au niveau de notre ministère de tutelle, malheureusement, ne sont pas entourés de personnes... des professionnels. Des professionnels, oui, des personnes formées justement pour essayer un peu d'orienter sa politique. Donc, si je vous comprends bien, dans le secteur de l'urbanisme, il n'y a pas de professionnels qui entourent le ministre. Dans le secteur de l'urbanisme... Dans le ministère de l'urbanisme et Habitat, il n'y a pas de professionnels qui entourent le ministre, même pas un. Non, je ne dirais pas même pas un. Non, mais vous voulez dire que le ministre n'est pas entouré par des professionnels? Justement, s'il était entouré par des professionnels, on l'aurait constaté dans ses actions. Malheureusement, nous constatons que la plupart des ministres qui viennent, tous les efforts qu'ils font, c'est au niveau soit de changer des textes liés à l'octroi de permis de construire, il y a le beau et loyer, il y a encore un autre là qui est venu. Sur juste essayer de voir un peu tout ce qu'il y a comme immeubles liés à les immeubles de l'État, les maisons spoliées, maisons spoliées, alors que ce n'est pas ce qui est plus important au niveau de... Qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est d'abord d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire, il faudrait qu'au niveau de notre ministère, que les agents qui sont là puissent travailler effectivement. Voilà pourquoi nous avons posé la question, qu'est-ce qui doit être fait en urgence pour sauver ces secteurs? Ok. Voilà. Le ministre, comme je viens de le dire tantôt, a une dimension politique. Oui, oui. Ok. Normalement, au niveau d'abord de son cercle restreint, il devait être entouré d'abord de professionnels. En plus, pour sa politique, les ministres devaient normalement s'appuyer sur le secrétariat général de l'urbanisme, au sein duquel, il faut le reconnaître, il y a quand même des professionnels. Et ces professionnels qui se retrouvent, c'est-à-dire, là je ne fais que descendre, hein, les professionnels qui se retrouvent au niveau du secrétariat général, eux aussi devaient travailler. Et vous remarquerez qu'au niveau de ce ministère, il y a une ou deux directions qui travaillent. C'est celle liée à l'octroi des permis de construire et l'autre liée à tout ce qui est, on appelle ça, des autorisations pour, disons, les termes là m'échappent, c'est lié beaucoup plus à l'urbanisme, c'est-à-dire... Mais il y a d'autres directions. Par exemple, je vous donnerai la direction
d'études de planification, Oui, oui. qui est une direction très importante pour la politique du ministère. C'est-à-dire, ça aide le ministère justement à faire des prévisions Oui. quant à son action. Oui. Il y a également une autre direction, la direction des données urbaines. C'est-à-dire, ce genre de direction nous aide à collecter tout ce qui est comme data. Vous voyez, on a toutes les données liées par exemple aux besoins en équipement, liées aux besoins en logement. Vous voyez toutes ces données-là liées même à la population. Donc, ces deux directions qui devaient normalement accompagner les ministres pour sa politique, les directions ne marchent pas. Les ministres, beaucoup plus se reposent sur les directions qui génèrent de l'argent. Oui. Or, les directions qui devaient lui donner justement de la matière pour pouvoir prévoir ce qui devait être fait en matière d'urbanisme, malheureusement, ces directions ne fonctionnent pas. Monsieur Patrick Madia, tous les ministres qui ont sillonné ces ministères de l'urbanisme et de l'habitat, vous reprochez quoi concrètement à ces ministres? Parce que nous avons comme l'impression en place de politique au lieu de placer de techniciens. Vous reprochez quoi concrètement à ces ministres? Mais justement, la réponse, ça se trouve dans votre bouche. C'est-à-dire, le partage de ce ministère se fait sur base politique, alors que le ministère de l'urbanisme est un Mais dans d'autres secteurs, on ne touche pas comme secteur de santé. On place un médecin, même s'il est de la Mouka, Cash ou PPRD, mais il est médecin. Mais justement, notre souhait serait qu'au niveau du ministère de l'urbanisme, qu'on place un technocrate. Ok. Du moins, s'il y a un politicien, ou du moins qu'il soit entouré par des technocrates. Parce que c'est un ministère purement technique. Ok. Qui a une dimension, c'est vrai, à la fois politique et technique. Ouais. Mais il faudrait vraiment que ce ministère soit géré par des techniciens. Vous avez déjà mené des démarches dans ce sens? Oui, nous avons mené des démarches au niveau de la CIC. Nous avons été reçus par le ministre. Le ministre plus mobile. Oui, nous avons également été reçus par le secrétaire général de l'urbanisme et habitat. Lui au moins, il est urbaniste ou le secrétaire général? Non. Il n'est pas urbaniste. On sent qu'il y a à boire, à manger, à vomir. Il n'est pas urbaniste. Il est politique. Bon, son cursus, je ne connais pas trop. Okay. Mais moi, ce qui est sûr, il n'est pas urbaniste. Ok. Voilà, Monsieur Patrick Madia, il y a un auteur américain, John Carl Maxwell, qui a dit dans son ouvrage « Les 21 qualités pour un leader », il a dit « Un leader doit être à mesure de faire ce qu'il dit ». Supposons qu'aujourd'hui, le chef de l'État vous nomme ministre de l'urbanisme et habitat de la RDC. Vous ferez quoi en urgence? Vous ferez quoi? Patrick Madia, ministre de l'urbanisme, ferait quoi? C'est une question compliquée? Non, en fait, non. C'est pour ça que j'ai été formé. Oui. C'est pour occuper justement ce genre de poste. Ok. Je dirais que... C'est pas une demande indirecte, là? Bon, pourquoi pas? si ça peut marcher. Dis-moi, je dirais ceci. En fait, diriger, c'est prévoir. C'est-à-dire, surtout dans le secteur de l'urbanisme en RDC, où l'on connaît beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, la première des choses que je ferais, c'est de faire un diagnostic. Oui. Un diagnostic de nos villes congolaises. Et de par ce diagnostic, dégager justement le besoin en termes de besoins urbains que pose notre pays. Mais évidemment, après, je ferai comment est-ce qu'on peut relever justement tout ce qui est niveau du personnel lié à ces ministères. Parce que là, il faudrait également reconnaître qu'on a un sérieux problème. Vous pouvez déjà les énumérer comme ça? 2, 3. Vous voyez, par exemple, lorsque vous vous retrouvez au niveau de nos communes, vous allez vous rendre compte que même les préposés à l'urbanisme ne sont même pas des techniciens urbains. Et vous envoyez quelqu'un pour faire pour émettre les avis des passages, c'est-à-dire, vous voyez, lorsque les gens construisent, vous verrez généralement les préposés de l'urbanisme passer et vous demander les documents liés justement au bâtisse que vous construisez. Ces gens de personnel devaient avoir d'abord l'œil urbanistique pour essayer de détecter directement des visus. Les constructions anarchiques. Oui, c'est-à-dire constater directement certains problèmes liés par exemple aux zones de recul,
certains problèmes liés à l'alignement, certains problèmes liés également au coefficient d'occupation du sol. Et je vous dirais que même ces genres de données, pour les avoir, il faudrait également qu'il y ait des textes qui aident ces personnels à pouvoir faire ces premiers diagnostics. Or, malheureusement, les textes n'existent pas. Vous, M. Giresse, il y a un préposé qui vient chez vous, vous dit voilà, j'aurais besoin de votre autorisation de bâtir, vous le montrez. Pour lui, ça suffit. Or, il ne se pose même pas la question de savoir cette autorisation de bâtir est faite sur base de quel texte, sur quelle base. Parce qu'il faudrait savoir la zone où l'on se trouve, quel est le nombre d'étages prévus, quelle est la surface qu'on doit normalement, en termes de pourcentage occupé. Tous ces éléments doivent être sous-tendus justement par un texte et par de plans. C'est-à-dire les textes est à la... C'est-à-dire cet ensemble d'outils dont doit disposer le préposé libanais, ça doit être des outils à la fois juridiques et techniques. Vous voyez, c'est ce qui nous pose vraiment problème au niveau de la RDC. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, nous naviguons à vue. De tout ce que nous faisons, c'est fait sur base... on ne parlait pas vraiment de l'amateurisme, mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Non, c'est du n'importe quoi. Parce que tout ce qui est fait, on le fait sur base de quoi? Il n'y a pas un soubassement à la sérieux. S'il y a soubassement, c'est juste pour le permis de construire, mais pour le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous assure. Voilà, pour vous qui nous suivez à la maison, c'est bel et bien votre magazine Échange. Nous avons reçu pour vous Patrick Madia, urbaniste de formation et de profession. Il est président de la Corporation des urbanistes congolais. Avec lui, nous faisons l'autopsie dans le secteur de l'urbanisme. Monsieur Patrick Madia, quand vous circulez dans la ville-province de Kinshasa, vous trouverez beaucoup de constructions anarchiques. La faute incombe sur celui qui délivre le document ou la faute incombe sur celui qui construit la maison? Normalement, répondez comme un expert. Non, justement, je réponds comme un expert. Lorsque vous parlez de construction anarchique, dès lors qu'il a un document, ce n'est plus anarchique. C'est que c'est reconnu par l'autorité. Anarchique, c'est-à-dire c'est hors de textes légaux. Dès lors que vous lui octroyez, ne fût-ce qu'un bout de papier, même s'il n'est pas un bourgmestre, cette construction n'est plus anarchique. C'est-à-dire l'État reconnaît à cette personne les droits de construire. Mais justement, c'est ça le grand problème. C'est que j'essaie de marteler. Donc le problème se trouve chez l'État. Si je dois reproduire vos textes. Les problèmes, justement, se trouvent au niveau de l'État. Imaginez. Nous sommes au niveau de la commune de Lingwala. Nous avons des constructions de R+7 qui côtoient des maisons à rez-de-chaussée. Il suffit de sortir et de vous balader, vous allez voir ça. D'une part... Ce sont les politiciens qui construisent, les ministres, les députés, les intouchables. Ce sont les politiciens qui construisent. Quand vous venez, ils appellent Yémei. Ce sont les particuliers qui construisent. Mais tous ces gens-là ont des documents. Or, pour pouvoir octroyés par l'État. Octroyés par l'État. Pour pouvoir construire de tels édifices, ils ont eu les autorisations de bâtir. Maintenant, ma question est de savoir quel est le plan particulier de la commune de Lingwala qui permet à ces gens-là de construire à de telles hauteurs. Est-ce qu'on a eu à réformer? Parce que Lingwala, lorsque ça a été construit, disons là, lorsque la ville a été planifiée vers 1940, disons 40 ou 49 avec le plan Van Malingen, vous verrez que Lingwala était essentiellement des maisons à rez-de-chaussée. Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu justement de maisons à R+5, R+7. En plus de ça, le service... Quand vous dites maison R+5, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire rez-de-chaussée plus 5 étages. Merci. En plus, le service, c'est-à-dire tout ce qui est service lié à cet espace ne suivent pas. C'est-à-dire pour construire de tels édifices, les tels édifices ont un impact sur la largeur de la voirie. Vous ne pouvez pas avoir une maison R+7 avec une voirie qui fait 7 mètres. Vous imaginez? Ça n'a aucun sens.
Ou alors, même sur l'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui est collecte des eaux. Vous imaginez le nombre de litres d'eau usée produits par ces genres d'édifices qui sont déversés au niveau de la rue, s'il n'y a pas de fosse septique, parce que vous remarquerez que ces genres d'édifices occupent pratiquement toute la parcelle. Et ce qui crée même des inondations. Voilà, et le reste est déversé au niveau de la chaussée. C'est toutes ces histoires-là qui, comme j'ai dit, qui posent problème. C'est-à-dire, ça devait être pensé en amont et on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là liés justement à l'insalubrité, aux ensablements, aux érosions et tout ce qui s'ensuit. Président Patrick Madia, parlons à présent de problèmes de logements sociaux. Récemment, nous avons suivi tout ça à la télévision, Jamal et consorts, voilà, maisons préfabriquées. Bah, je n'aurais pas touché dans ça, hein. C'est un sujet très compliqué. Je pose juste ma question. Monsieur Patrick Madia, selon vous, est-ce que la façon dont le chef de l'État a procédé, au lieu de faire appel aux urbanistes, vous réfléchissez, vous construisez des maisons ici, mais lui, il opère le choix d'acheter des maisons préfabriquées. Selon vous, urbanistes de formation et de profession, enseignants à l'ISAU, comment vous voyez ça? Comment vous le constatez? Ouf. C'est une question... compliquée. Non, pas compliquée, c'est une question assez sensible. Une question à problème. À problème parce qu'on ne voudrait pas qu'on soit accusé d'outrage au chef de l'État. Mais bon, nous sommes dans un pays où la liberté est assurée. Oui, mais ce qui est vrai... Article 23. Bon, je voulais qu'on sait, mais ce qui est vrai... Non, soyons pragmatiques. Oui. On aurait pu gagner beaucoup si on avait pu construire ces maisons avec le moyen de bord. D'abord en termes de temps et en termes de finances. Construire une maison, peut-être je ne sais pas trop les types de maisons qu'on a eu à construire, mais posons une maison avec 4 pièces qui vous coûterait 45 000. Oui. Ici en RDC, je trouve que c'est un peu exagéré. Ah oui. C'est un peu exagéré parce que en utilisant les matériaux, en utilisant nos caillasses, nos élos d'ici, je pense qu'on aurait pu gagner. Mais je pense que tout ça, il y avait également des soubassements politiques et moi, je ne connais pas trop les rouages de la politique. Monsieur j'aimerais juste ajouter une petite question. Par rapport à la qualité et à la durabilité de maison, entre une maison préfabriquée et une maison construite, vous préférez quelle maison? C'est l'expert, bien sûr. Je suis expert, je suis urbaniste. Des formations et de profession. Urbaniste et de formation. Malheureusement, je ne peux pas prétendre connaître tout ce qui est résistance de matériaux, parce qu'on a eu un cours assez pas très profond. Mais le problème, ce n'est pas préfabriquer ou fabriquer ici. Le problème, c'est beaucoup plus en termes de coût et de temps. En plus de ça, si on avait pu façonner les maisons ici, je pense qu'en termes d'emploi, comme je sais que notre président vise justement la promotion de l'emploi, on aurait pu gagner quand même, je trouve. Monsieur Patrick Madia, dans votre corporation de urbanistes congolais, qu'avez-vous fait de concret pour accompagner le ministre de l'urbanisme? Parce que oui, vous parlez bien, vous soulevez les erreurs, vous soulevez les failles, vous soulevez le couac. Mais qu'avez-vous fait de concret pour accompagner le ministre afin de réussir son mandat? Qu'avez-vous fait? Nous avons, de toutes les façons, même le fait de passer à votre émission, c'est déjà quelque chose. Oui. Je sais que déjà, il y a une ou deux personnes du ministère qui vont me suivre. Il y a même ses collaborateurs qui suivent. Il y a Célé, monsieur Célé, Kanangi, là, il nous suit en ce moment. Oui, c'est déjà un plus. Oui. Mais ce qui est vrai, le ministre, si son administration fonctionne très bien, il va voir les différentes lettres que la corporation a eu à écrire au niveau du ministère de tutelle et également au niveau du secrétariat général. Nous écrivons, nous interpellons. Il y a
il y a des propositions qui sont faites. Oui. Même au niveau de la presse, pour notre ministre. En tout cas, nous travaillons dessus. Ouais. Et même au niveau de notre corporation, des ateliers qui sont faits et les réflexions sont généralement également envoyées au niveau de notre ministère de tutelle. Ok, nous vous accordons l'opportunité de dire un mot au ministre de l'Urbanisme. Je ne sais pas, un conseil, une proposition. Nous vous accordons le temps de parler au ministre. Nous osons croire qu'il nous suit en ce moment, soit ses collaborateurs comme Sélé Kanangila, certainement qui nous suivent. Un mot au ministre. Bon, tout ce que je peux dire au ministre, c'est que nous, de la Corporation des urbanistes, nous sommes contents du fait qu'on ait un ministre qui a fait le journalisme. La particularité avec le journalisme, c'est que c'est une discipline, comment dire, éponge. Oui. Vous avez cette possibilité d'appréhender, disons, de capter des informations et de voir comment vous pouvez les utiliser. On dit ceci en journalisme, le journaliste connaît un peu de tout dans le tout. Voilà. C'est une chance pour nous. Moi, j'aimerais vraiment que le ministre ne s'arrête pas seulement aux aspects pécunier de ces ministères-là. Ils ne cherchent pas tout ce qui est le logement, l'État, les permis de construire. Mais il faudrait également que les ministres puissent doter notre ministère des outils de planification, de manière à ce que même la personne qui va venir après lui puisse utiliser tout ce qu'on aura collecté comme données pour pouvoir travailler dans le prochain jour. Et également, et j'insiste, au niveau du ministère, on a nos collègues qui sont là et j'aimerais vraiment que les ministres puissent les utiliser efficacement. Oui. Il ne faudrait pas que les confrères qui sont là ne soient que de simples fonctionnaires mis au garage, mais qu'ils puissent vraiment utiliser leur savoir pour la promotion de notre discipline qui est l'urbanisme. Monsieur Patrick Madia, Échange est un magazine socio-éducatif. L'émission touche déjà à sa fin, mais nous vous accordons le temps de prodiguer un petit conseil aux jeunes qui nous suivent. Déjà le 12 août dernier, c'était la journée internationale de la jeunesse. La jeunesse congolaise vous suit. Un conseil aux jeunes qui sont aujourd'hui manipulés à tort et à travers par le politicien. Quel conseil pourriez-vous leur prodiguer? Je dirais ceci. La jeunesse n'est pas un acquis. On est jeune aujourd'hui, on deviendra vieux demain. J'aimerais que cette jeunesse prenne conscience de la force qu'elle représente. Au lieu de prêter cette force à certains individus qui n'auront qu'à l'utiliser, mais d'utiliser cette force-là pour eux, pour leur émergence, pour leur épanouissement. Ok. Merci beaucoup, M. Patrick Madia. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Votre magazine Échange touche déjà à sa fin. C'était un plaisir de savoir que vous étiez là très nombreux en train de nous suivre. Le rendez-vous est maintenu sur Magic Télévision. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Paul Giresse Louimbou afin de suivre toutes nos émissions. Le Congo nous a tout donné. C'est à nous de travailler pour le Congo. Travaillons, car le travail élève une nation. Au revoir.